l'étrangleur de Boston. Dossier criminel sur la piste des serial killers. Narration Rémi Pousse, un programme de la Compagnie du Savoir. La controverse. Entre le 14 juin 1962 et le 4 janvier 1964, 13 femmes célibataires furent victimes d'un ou plusieurs tueurs dans les environs de Boston. Au moins 11 de ces meurtres étaient vus comme l'œuvre de l'étrangleur de Boston. Bien que la police ne considérât pas ces meurtres comme le fait d'un seul individu, le public n'y croyait pas. Toutes ces femmes avaient été tuées chez elles. On les avait violées, puis on les avait étranglées avec des vêtements. Comme il n'y avait pas trace d'effraction, ces femmes devaient connaître leur agresseur, ou en tout cas l'avaient laissé rentrer chez elles. C'étaient toutes des femmes respectables, à la vie calme et sans histoire. Bien que personne n'ait été officiellement accusé des meurtres de l'étrangleur de Boston, le public considérait Albert de Salvo comme le véritable meurtrier. Il avait en effet avoué chacun des 11 meurtres officiels de l'étrangleur, et même 2 de plus. Cependant, la plupart des connaissances de Salvo le croyaient absolument incapable d'avoir commis des crimes aussi brutaux à l'époque de ses aveux. Et aujourd'hui, on dispose d'arguments très convaincants selon lesquels De Salvo n'aurait pas du tout été impliqué dans les meurtres. Nous allons vous présenter les 2 versions et vous laisser juger par vous-même de celle qui doit prévaloir. Le choix est difficile. Comme beaucoup de psychiatres, d'avocats, de criminologues, d'auteurs et de proches d'Albert De Salvo ont pu en faire l'expérience. Anna. Des 11 victimes officielles de l'étrangleur de Boston, 6 avaient entre 55 et 75 ans. Les 2 victimes hypothétiques qui se rajoutèrent par la suite avaient 85 et 69 ans. Les 5 autres étaient bien plus jeunes, entre 19 et 23 ans. On n'est pas âgé à 55 ans. Ce n'est pas le cas de nos jours et cela ne l'était pas vraiment en 1962. Et ce n'était certainement pas le cas d'Atta Islesers, une petite femme divorcée qui faisait bien plus jeune que son âge. Elle avait quitté la Lettonie avec son fils et sa fille plus d'une dizaine d'années auparavant, pour s'installer dans un petit appartement du quartier de Back Bay, au sein d'un voisinage tranquille. Le 77 Gainsborough Street fait partie de toutes ces maisons de briques qui se sont vues divisées en plusieurs petits appartements pour répondre aux besoins de locataires aux ressources limitées, étudiants et retraités. Anna Slesers était couturière et gagnait $60 par semaine. Elle habitait au 3e étage. Le soir du 14 juin 1962, Anna avait fini de dîner. Et il lui restait juste assez de temps pour prendre un petit bain avant que son fils Juris ne vienne la chercher pour aller assister à la messe lettonne qui aurait lieu à leur église ce soir-là. Anna enfila un peignoir, alla dans la salle de bain et ouvrit le robinet. Elle écoutait l'opéra Tristan et Iseult sur sa platine. Quelques minutes avant 19h, Juris frappa à la porte de l'appartement de sa mère. Pas de réponse. La porte était verrouillée. Cela le contraria. Déjà que ce n'était pas lui qui avait voulu emmener Anna au service religieux. Juris frappa du poing sur la porte, puis se mit à s'inquiéter. Peut-être était-elle malade, par terre, sans défense, ou pire encore. Il l'avait eue la veille au téléphone, et elle lui avait paru si déprimée. Juris se jeta de tout son poids sur la porte qui céda. Ses pires craintes furent confirmées à la vue de sa mère gisant dans la salle de bain, la ceinture de son peignoir nouée autour du cou. Juris appela la police, puis sa sœur, qui vivait dans le Maryland, pour les informer de ce tragique suicide. Dans l'étrangleur de Boston, Gerald Frank raconte la découverte du corps par les détectives James Mellon et John Driscoll de la brigade criminelle. Mellon se souviendrait toujours du moment où il découvrit le corps d'Anna Slesers, de sa nudité pure et saisissante, et de la position obscène dans laquelle on l'avait laissée. Elle gisait là, jambes écartées, petite femme frêle aux cheveux coupés au carré et aux lèvres fines, allongée sur le dos.
Elle portait un déshabillé de taffetas bleu doublé de rouge, mais qui s'était ouvert sur le devant. Elle était donc nue à partir des épaules. Elle gisait dans une posture grotesque, la tête à quelques centimètres de la porte ouverte de la salle de bain, la jambe gauche étendue vers lui, l'autre écartée presque à angle droit, le genou plié de façon obscène. La ceinture de tissu bleu de son déshabillé avait été solidement nouée autour de son cou, comme un nœud papillon au menton d'un enfant. On avait tenté de faire croire que l'appartement avait été mis à sac par un cambrioleur. Le sac à main d'Anna était ouvert, son contenu en partie vidé sur le sol. Dans la cuisine, on avait fouillé la poubelle et les ordures étaient répandues autour. Dans la chambre, les tiroirs de la commode étaient béants et on avait remué ce qui se trouvait à l'intérieur. Une boîte de diapositives avait été soigneusement posée sur le sol de la chambre et non jetée. La platine était allumée, mais on avait éteint l'ampli. Malgré ses efforts pour faire ressembler le crime à un cambriolage qui aurait mal tourné, la police retrouva des bijoux et une montre en or intacte. Anna avait été étranglée avec sa ceinture, avec laquelle on avait pris le soin de faire un nœud papillon autour de son cou. Son vagin portait les traces d'une agression sexuelle au moyen d'un objet inconnu. La vie d'Anna tournait autour de sa paroisse, de ses enfants, de son travail et de son amour de la musique classique. Elle était introvertie et n'avait que très peu d'amis. Il n'y avait aucun homme dans sa vie à part son fils. La police conclut que le crime avait résulté d'un cambriolage. Lorsque le voleur avait vu Anna en déshabillé, il n'avait pu résister à l'envie de l'agresser sexuellement, puis il l'avait tuée pour ne pas être reconnu. D'autres femmes plus âgées. Le 30 juin, on retrouva Nina Nichols, 68 ans, morte dans son appartement du 1940 Commonwealth Avenue, dans le quartier de Brighton, à Boston. L'appartement semblait avoir été cambriolé. Tous les tiroirs étaient ouverts, et les affaires avaient été jetées par terre et répandues comme si une tornade était passée. Étrangement, l'un des tiroirs ouverts contenait une parure d'argent fin restée intacte, comme les quelques billets que contenait le sac à main, le coûteux appareil photo et la montre qu'elle portait au poignet. Le tueur avait fouillé dans son carnet d'adresses et dans son courrier, sans qu'on puisse en déterminer la raison. Il fut plus tard confirmé que rien ne manquait dans l'appartement. La mise à sac et le désordre qui en résultait n'avaient servi à rien. Elle gisait, jambes écartées, peignoir et jupons relevés au-dessus de la taille. On avait attaché l'un de ses bas nylons autour de son cou, en prenant soin de faire les boucles d'un nœud papillon. Elle avait été agressée sexuellement. On retrouva du sang dans son vagin. Les médecins estimèrent que la mort remontait à environ 5 heures de l'après-midi. Kinésithérapeute à la retraite, Nina Nichols avait une vie simple et tranquille. Elle était veuve depuis 20 ans et n'avait pas d'amis hommes, si ce n'était son beau-frère. Le même jour, à 25 km au nord de Boston, dans la banlieue de Lynn, Helen Blake devait rencontrer le même destin entre 8 et 10 heures du matin. Divorcée et âgée de 65 ans, elle avait été étranglée à l'aide d'un de ses bas nylons. Au-dessus du bas, son soutien-gorge avait été enroulé autour de son cou et formait un nœud papillon. Son vagin et son anus portaient des lacérations, mais il n'y avait pas de traces de sperme. On l'avait retrouvée sur son lit, allongée sur le ventre, nue et jambes écartées. Son appartement avait aussi été mis à sac. Ses bagues de diamants avaient été ôtées de ses doigts et avaient disparu. Le tueur avait essayé d'ouvrir un coffre et une cantine de métal, mais sans succès. Le commissaire Edmund McNamara s'inquiétait beaucoup. Il fit envoyer un avertissement à toutes les femmes qui vivaient aux alentours de Boston, leur enjoignant de verrouiller leurs portes et de se méfier des inconnus. Il annula tous les congés de la police et fit transférer tous les enquêteurs à la brigade criminelle. Une enquête approfondie fut lancée sur tous les délinquants sexuels présents dans les fichiers de la police, ainsi que sur tous les anciens patients d'hôpitaux psychiatriques connus pour des actes de violence. On recherchait un forcené qui s'en serait pris aux vieilles dames par haine pour sa propre mère. McNamara était un ancien... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.